Bienvenue dans M&A Insider. Je suis Valentin Freudenreich et je vous propose le podcast qui dévoile les coulisses de la cession d'entreprise. Ici, pas de détour. On parle stratégie, secrets bien gardés et erreurs à éviter. Que vous soyez banquier d'affaires, investisseur en private equity ou dirigeant, chaque épisode vous apporte des insights concrets. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille en M&A et j'ai toujours été frustré par le manque de contenu partagé. Avec M&A Insider, nous allons progresser et enrichir ensemble ce domaine. C'est parti. Bonjour Yann. Bonjour Valentin. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Là, on a déjà eu une petite discussion très sympa et ce qui m'amène à dire pourquoi je pense que tu vas être un invité très intéressant, c'est ta spécificité sur des sujets défense, des sujets de sovereign tech comme tu les appelles. Et donc première question, parce que ce que je te disais, moi je rencontre pas mal d'avocats, souvent sur les sites internet, c'est le même discours, le même langage, les mêmes éléments de langage plutôt. Toi, qu'est-ce qui fait ta particularité? Comment tu peux te présenter? Et qu'est-ce qui fait que tu es différent d'autres avocats M&A? Moi, j'ai construit une carrière, ou du moins un début de carrière, parce que ça fait 15 ans que je suis avocat. Mais j'ai commencé à me spécialiser il y a 8 ans maintenant dans le secteur de l'énergie, des infrastructures. Hein, et en parallèle, j'ai travaillé dans le milieu de l'impact. Alors, j'en parlais pas à l'époque, parce que ça me semblait assez éloigné de mon core business, qui était le M&A dans le secteur de l'énergie, mais très spécifiquement dans ce qu'on appelle le brownfield, c'est-à-dire l'achat et la vente d'infrastructures énergétiques. Et puis, bon an, mal an, j'ai commencé effectivement à faire de plus en plus de ce qu'on appelle les levées de fonds dans le secteur de l'impact. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'impact, c'est de l'investissement qui est positif pour l'environnement, sur les aspects sociaux, sur les aspects écologiques, ESG globalement. Et puis assez récemment, je me suis intéressé à un autre secteur qui est le secteur de la défense. En quoi je suis si atypique que ça? Et c'est ça qui pose des difficultés parfois dans la lecture de mon CV, c'est qu'effectivement, moi, j'adore faire plein de choses. Voilà. Et j'ai une soif vraiment insatiable de faire plein de choses. Je m'intéresse à tout plein de choses. Je suis curieux dans tous les sens du terme. Et donc, ça t'amène à rentrer dans des secteurs. Et donc, par exemple, l'énergie, certes, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour ce qui m'a donné le goût à ça, c'est Areva et de la cession d'Areva EDF. Et puis, un an plus tard, je fais aussi un gros truc d'infrastructure qui est la cession du terminal méthanier de Dunkerque. Le terminal méthanier, c'est un port qui apporte du gaz en France, du LNG, du gaz naturel liquéfié. Et le client m'aimant bien, il me nomme au conseil d'administration. Donc, je suis avocat, mais je suis aussi board member de cette infrastructure qui est ce qu'on qualifie d'importance vitale pour la France. Donc déjà, c'est un premier élément différenciant. Je suis avocat, mais je suis aussi au conseil d'administration. À cette même époque, j'étais également au conseil d'administration d'un groupe qui est dans l'impact. Je ne le suis plus aujourd'hui. Mais deuxième élément différenciant. Je rentre dans le business en quelque sorte des entreprises que j'accompagne. Et donc, ça t'amène à avoir une vision qui est un petit peu différente d'une vision purement papier. Opération. T'es là, tu interviens très 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 en amont, au début du processus de décision. Et donc, si je devais me qualifier, c'est ça, c'est peut-être que j'accompagne des gens au début du processus de décision dans un certain nombre de secteurs qui sont l'énergie, l'impact, mais également maintenant la défense. Et je peux le développer effectivement sur la défense. C'est vrai que ça c'est assez différenciant parce que lorsque je discute avec d'autres avocats, certains me disent souvent que justement ils sont pas sectorisés parce que contrairement à des métiers comme investisseur ou banquier d'affaires comme nous,
ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'on n'a pas besoin de comprendre le business. Ça peut être intéressant, c'est pertinent de s'y intéresser, mais la compréhension du sous-jacent n'amène pas vraiment énormément de différence dans ensuite le juridique de l'opération. Toi, j'imagine que tu vas être... pardon. Alors peut-être je suis. Effectivement, tu vas avoir 95% de ta documentation qui va être exactement la même. Enfin, faut arrêter. C'est du papier que tu vas dupliquer et ajuster. Okay ? Mais dans cet ajustement, comment est-ce que tu fais pour être plus intelligent ? Pourquoi est-ce que tu vas aller négocier des points qui n'ont pas de sens ? Pas de sens d'un point de vue business. Et c'est ça que je reproche beaucoup aux confrères qui sont en face de moi ou qui sont avec moi. Quand tu fais des opérations, tu as besoin effectivement de gens en social, de gens en fiscal, de gens en régulatory, en énergie et autres. C'est que souvent, ils ne voient pas l'utilité business du droit. Le droit, ce n'est qu'un outil en réalité qui doit servir une cause plus large qui est une opération. Et donc, dans cette opération, tu as des spécificités. Et mécaniquement, quand tu fais une infrastructure énergétique, tu vends pas une. Je vais te dire quelque chose de complètement débile, mais tu vends pas un hôtel. Pourtant, ce sont des murs, un hôtel, de la même manière que tu vends une infrastructure qui génère de l'énergie. C'est bête de dire ça, ne serait-ce que parce que tu as deux schémas de rémunération de l'entité qui est différente. Je te prends cet exemple d'hôtel. Je suis pas un spécialiste de l'hôtel, mais j'en ai fait un petit peu dans ma jeunesse. Mais tu sais, quand tu as fait des hôtels, que par exemple, tu vas avoir les réservations. Les réservations, tu dois te poser la question de savoir comment tu le traites juridiquement, parce que c'est une partie du BFR, enfin pas du BFR, mais des produits constatés d'avance. Okay, et donc, comment tu traites les produits constatés d'avance ? Si tu n'y penses pas, alors c'est le boulot de la banque d'affaires, mais parfois la banque d'affaires, elle n'y pense pas, tu vois. Je te donne cet exemple-là qui est un peu basique, mais pour te faire comprendre. Tu as beaucoup de produits constatés d'avance dans l'hôtel. Dans une infrastructure infra, tu n'as pas ça, mais tu vas avoir d'autres choses. Par exemple, tu vas avoir l'annual shutdown. L'annual shutdown, c'est quoi ? C'est globalement... tous les ans, ou presque, tu vas vérifier ton infrastructure. Dedans, tu vas avoir un rapport d'audit qui va être fait par un technicien. Si je suis trop chiant, tu me le dis. Non, justement, j'ai envie de te pousser à aller encore plus précisément pour comprendre Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, toi, tu as beau faire ton audit, si tu interviens avant cet annual shutdown, le seul actif véritable dans certaines infra, j'entends énergie, parce que t'as pas exactement la même chose partout. Si tu as une turbine, par exemple, parce que c'est un cas que j'ai vu, tu découvres post-annual shutdown que la turbine, elle est extrêmement défaillante. T'as beau avoir fait des reps and warranties dans tous les sens sur le Pékin qui est en train de diriger l'infra, la vraie valeur, elle se trouve là. Et si tu t'intéresses pas un jour à ouvrir ce type de rapport qui ne sont pas des documents juridiques, tu fais finalement moins bien ton travail. Tu peux, bien évidemment, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, t'amuser à balancer un template avec des reps and warranties à rallonge. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que tu vas pas effrayer l'acquéreur ou est-ce que tu vas pas effrayer le vendeur avec est-ce que tu vas pas faire perdre également du temps de négociation ? Alors oui, de prime abord, tu vas le faire, mais qu'est-ce que tu vas lâcher finalement ? Quand tu es sur une infra, par exemple, souvent la pratique, tu vas retrouver, par exemple, des VDD. Quand quand tu vends des sociétés aussi, tu en trouves moins. C'était le cas sur du high cap il y a 15 ans, par exemple. Sur le small and mid, je retrouve plus de VDD, tu vois, ou rarement. Mais je retrouve assez encore sur du brownfield, ok, ce qu'on appelle. Donc ça, tu vois, c'est une autre différence. Tu vas pas traiter l'opération de la même manière parce que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà revu. Donc ton travail, il va également être différent. Tu vas plutôt être là à challenger. Tu vois, c'est plein de petites différences comme ça. Si tu le sais pas, par exemple, on parlait encore une fois de reps and warranties. Quand tu as une VDD, tu vas pas faire la même reps and warranties. Tu vas plutôt demander à circonscrire ta garantie sur ce qui t'a été déclaré dans la VDD et avoir une garantie sur la VDD, par exemple, tu vois.
plutôt que de t'emmerder à faire des reps and warranties qui durent, qui font 15 pages. Tu vois, des petites choses comme ça, c'est la pratique qui t'amène à faire ça, c'est la pratique qui t'amène à voir ce genre de choses. Bon, après, j'ai l'habitude aussi, tu as aussi des mécanismes de place, tu vois, comment on appelle ça, des pratiques de marché. Ouais, ça, c'est des pratiques de marché. Et dans le cadre de ces pratiques de marché, soit tu les connais, soit tu les connais pas. Si tu les connais pas, tu passes pour un con et tu fais perdre du temps à tout le monde. Globalement, c'est ça, être avocat. Après, j'aborderai un peu plus précisément, si tu veux, les aspects business. Non, ce que je trouve intéressant, et moi, c'est ce que je vois dans nos opérations, c'est le côté effrayant de l'avocat ou de la partie juridique. C'est-à-dire que l'avocat rentre en jeu principalement après, au moment de la LOI ou post-LOI, au moment où il y a plusieurs mois de préparation, aussi plusieurs mois de négociation plus business avec des acquéreurs. Et en effet, plus l'avocat a ce côté business, que je pourrais moi associer à un côté aussi deal maker, plus il va être en capacité d'être bon dans la pédagogie avec le client pour savoir ce qui est véritablement un risque lié au business, et sinon pas simplement mettre toute la liste des risques possibles, et ce qui emmène juste à faire pas d'opération. Si on veut de toute façon assurer tous les risques, on arrive finalement à simplement rien faire, alors qu'un dirigeant, un entrepreneur, il a passé sa vie à prendre des risques, donc c'est simplement être capable aussi parfois de lui expliquer le risque, et surtout quel est son lien avec son business. Alors, effectivement, il y a deux catégories de clients, parce que là, tu évoques les entrepreneurs. Mais pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on faisait des rapports de VDD, des rapports de due diligence, ou des rapports de VDD, qui étaient extrêmement touffus, extrêmement denses, extrêmement rugueux. Tu allais dans un détail important sur chaque chose, avec finalement un intérêt modeste du client qui achetait un document et le poser, tu faisais des calls pour expliquer les problèmes et puis tu passais à autre chose. Puis au fil du temps, tu as commencé à avoir une shrinkflation, tu sais, comme dans... tu vois, t'as quand même baissé les prix, ou t'as maintenu des prix, mais t'as généralement baissé tes prix et t'as commencé à réduire tes rapports de VDD. Et récemment, j'ai fait quelque chose qui était assez surprenant. Du moins, on m'a demandé de faire des choses qui étaient assez surprenantes. C'est pour une opération qui est importante, c'est-à-dire à plus de 10 millions, en equity value. C'est de remplir simplement un Excel avec un montant sur chacun des risques. Bullet point risque, bullet point montant. C'est déjà ce que je faisais, mais en un peu plus détaillé, tu vois. C'est-à-dire que quand tu gères des équipes, tu leur demandes systématiquement, écoute, ton point sur l'absence de respect de convocation du CSE le 23 mars 2024, est-ce que c'est vraiment un sujet? Si oui, c'est combien? Est-ce qu'il y a des provisions? Si oui, oui ou non? S'il y a des provisions, forcément, vu que c'est disclosé, ça vient déjà en réduction de prix, etc., etc. Donc, tu vois progressivement, effectivement, un étiolement, en quelque sorte, des fondements juridiques c'est pas le bon terme, c'est pas étiolement, mais c'est une réduction du papier, une réduction de la compréhension des sujets juridiques qui finalement intéressent assez peu de gens, à part les juristes entre eux, pour se concentrer uniquement sur les aspects purement financiers. Et c'est quoi la conséquence ? C'est que c'est la seule conséquence qui compte. Est-ce qu'on a besoin de faire une gap ou est-ce qu'on passe directement en réduction de prix ? C'est tout. Parce que tout se résume, le droit ne se résume qu'à une possibilité de négociation d'une réduction, un discount. À la fin, j'aime pas cette expression, mais on l'utilise assez souvent, c'est Marrakech. T'as beau sortir tout ce que tu veux, t'as un mec qui a envie d'avoir X et un autre mec qui a envie d'acheter Y, tu vois. Et donc, comment tu fais pour acheter X et comment tu fais pour vendre Y à tel ou tel prix. Et donc, ça ne revient en réalité qu'à trouver des arguments. Ça peut être des arguments techniques, ça peut être des arguments juridiques, pour amener à cette réduction de prix. Et si tu es trop violent dans ta réduction de prix, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer en réalité un droit éventuel sur cette réduction de prix qui s'appelle une gap. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas comme beaucoup un mécanisme assurantiel que tu as sur la tête d'un dirigeant ou qu'un fonds va conserver pendant X années sur... Non, en réalité, ça peut être vu soit comme un élément de pression
une gap, parce qu'on était sur la gap, la gap comme un élément de pression dans le cadre d'une levée de fonds, par exemple. Tu demandes une gap pour t'assurer, qu'il t'a pas menti, mais surtout pour t'assurer au fil de l'eau d'avoir des éléments de pression pour te reluer. Option 1, ça c'est le levée de fonds. Et dans une session acquisition, c'est plutôt un élément purement à terme de réduction de prix, quand tu peux, parce que parfois tu as des risques, tu ne peux pas les déterminer. Et quand tu as ces risques, tu ne peux pas les déterminer, nécessairement, ou pas, soit tu pars en réduction de prix si c'est à peu près déterminable, ou voilà. C'est un peu long, ce que j'explique. Non, c'est super intéressant, et surtout ça m'amène à la suite, parce que tu as beaucoup parlé on arrive à un élément, c'est de la négociation. Tu as identifié des risques, et après ça sert à négocier. Et ça, la négociation dans nos métiers, c'est quelque chose où il y a très peu de contenu, très peu de personnes qui parlent de ce sujet pour apporter leurs conseils là-dessus. Alors, vois pas, les gens voient pas ma tête, mais je suis assez surpris de ce que tu me racontes. Mais vas-y, oui. De contenu, je parle en ligne. D'accord. Voilà. Okay. C'est-à-dire que, en effet, c'est un sujet, tout le monde dit le maîtriser, en parle, mais par exemple, personne ne donne les bonnes pratiques pour faire ça. Donc moi, ma question, ça serait, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu négocies ? Tu as parlé de le style peut-être Marrakech, mais si on va un peu plus précisément sur quelles sont toi tes bonnes pratiques pour négocier, là tu parlais d'une réduction de prix, donc c'est assez majeur lors des opérations que tu mènes. Alors, il y a deux choses. Tu veux négocier du prix, tu veux négocier une clause, tu veux négocier un document. Enfin, tu vois, c'est tellement large. Tu vois, tu peux. On parlait de la réduction de prix, là. Purement réduction de prix. Alors, normalement, c'est pas toi en tant qu'avocat. Qui va faire une négociation de prix. Tu peux simplement commencer à distiller, des éléments qui vont rentrer dans la tête de la partie adverse pour lui faire comprendre que merde, effectivement, il faut revenir sur le prix. De sorte à ce que tu sois aligné avec ton client quand lui va commencer à faire cette négociation. Ça, c'est l'option basique, ok ? Typiquement, tu découvres une bêtise ou etc. Tu dis waouh, tu vois, tu vas peut-être un petit peu surjouer et de sorte à commencer à dire attends, faut que j'en parle à mon client, etc. Tu vois, tu vas monter en épingle quelque chose. Tu commences par monter en épingle quelque chose, ok ? Et deuxième étape, et ça, je le fais très souvent et ça m'amuse beaucoup, c'est aligner les éléments de langage. Je travaille avec chacun de mes clients sur les éléments de langage. J'ai pu le faire de manière simple, dans une cadre de discussion, plus détaillée dans le cadre d'un email, encore plus détaillée dans le cadre d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire faire véritablement les paroles que devra prononcer mon client, là où je rebondirai, les réponses potentielles adverses, etc., etc. Pour amener en réalité à tu sais, c'est un entonnoir finalement, et un processus décisionnel, c'est dans la tête adverse qui est quasi obligatoire. Je te prends un exemple très basique, mais là on sort un tout petit peu du M&A, c'est dans le cadre d'un refinancement. Globalement, j'ai un client qui vient me voir pour avenanter sa doc de financement. On se rend compte que l'avenant de sa doc de financement, pour faire un refinancement, on se rend compte que faire le refinancement, ça coûte cher, tu vois. Je lui dis, est-ce qu'on ne peut pas juste postponer la date de maturité ? C'est beaucoup plus simple. Et ton avenant, ça ne va pas te coûter très cher. Au pire des cas, tu as un petit markup supplémentaire sur tes intérêts, mais ça s'arrête là. Pour arriver à faire accepter à un prêteur ce genre de choses, il faut arriver à lui donner les bons arguments et lui faire comprendre que finalement, c'est la seule solution possible. Et c'est ça en réalité, c'est de l'achat. C'est de l'achat de n'importe quoi, mais ça peut être une réduction de prix ou ça peut être une clause. C'est faire en sorte que ça devienne la seule solution possible. Et pour ça, il faut un alignement parfait entre toi, ton client, la banque, le fonds, tout ce que tu veux. Et il n'y a rien de pire que le désalignement. Je vais te donner un autre exemple. Là, j'avais véritablement, j'étais vraiment en charge de la négociation du prix. Tu as un actionnaire majoritaire
t'as un actionnaire majoritaire qui en a marre globalement du dirigeant, qui est dirigeant fondateur, et il veut absolument forcer la vente. Okay, et il sait que le dirigeant n'est pas très bon en négociation. Et il me fait confiance parce qu'il m'a déjà vu sur d'autres opérations, donc il me laisse un peu conduire un peu les discussions sur les prix qui avaient été annoncés, sur les réductions que les parties adverses voulaient obtenir, etc., etc. Et je conduis vraiment toutes les discussions sur une fermeté sur le prix qui est annoncé, pourquoi est-ce qu'il y a une fermeté, quand il y a une discussion, quand il y a un PET qui arrive pendant les due deals, j'ai expliqué pourquoi ça n'a pas d'impact, ce genre de choses. Et donc, j'arrive et je découvre que le dirigeant, il disait derrière notre dos à tous, non mais il vous dit ça, mais en réalité, ils vont être d'accord avec un discount à 20 ou 30%. C'est ok, tu vois. Tu peux le proposer, ils vont lâcher. Le mec bossait contre lui-même et bossait contre nous-mêmes. Tu vois, et c'est là où j'ai vu l'impact terrible du désalignement. Et donc, pour qu'il y ait un alignement parfait, il faut une compréhension parfaite. Pour qu'il y ait une compréhension parfaite, il faut que toi, tu expliques tes points à un mec qui n'est pas juriste. Ok, même si tu as des gens dans des fonds d'investissement qui sont aussi compétents, voire plus compétents que toi sur certains sujets. Donc, il faut arriver à tenir tes points et à faire en sorte qu'il y ait un alignement sur ces points. Voilà. Parfois, il y a un désalignement. Dans ce cas, tu t'alignes au désalignement. Tu vois, tu t'alignes à la position de ton client à contre-cœur. C'était le cas, par exemple, hier. J'ai eu une discussion où je comprends pas la solution. Je l'ai défendue. Il y a un intérêt supérieur qui m'évoque. Je comprends l'intérêt supérieur. Je pense qu'en négociation, c'est pas génial. Mais bon, ok, il y a un alignement et on va tous dans la même direction. Mais surtout, il faut s'assurer impérativement qu'on va dans la même direction. Et pour aller dans la même direction, il faut qu'il y ait des éléments de langage communs, qu'on se répartisse, on peut se le répartir ou pas, et une compréhension commune. Voilà. Et ça, c'est souvent assez rare, parce que soit les clients ne te font pas participer suffisamment, ok, et ça, j'aime pas. Généralement, je me détourne de ce genre de clients, vraiment. C'est-à-dire participer aux négociations, avoir un intérêt pour ce que tu dis, ne pas te voir que comme un simple avocat, tu vois. C'est presque une forme de respect, tu vois. Tu respectes l'un et l'autre. C'est pas parce que je fais du droit que je vais pas comprendre ce que tu racontes. Tu vois, je pense que d'un point de vue financier, je comprends vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Et tu vois, et on essaie de construire quelque chose ensemble pour aller à une stratégie commune. Ça, c'est en droit. Ça, c'est dans une opération de fusion-acquisition ou dans une opération de levée de fonds. Mais t'as d'autres façons de faire de la stratégie. Ok. Je continue ou tu veux me poser d'autres questions? Non, je me les note. Voilà. Je me les note justement pour pas les oublier, mais je te laisse finir quand même jusqu'au bout. Ça, c'est une étape. Ensuite, tu as d'autres façons en négociation. Ça, c'est, on va dire, tu m'as posé une question sur le prix. Ok. Ce que je peux faire pour l'État, par exemple, parce que je représente l'État sur certains aspects, c'est que quand je commence à travailler avec eux, je leur pose la question: quels sont les intérêts que vous voulez défendre? Il n'y a pas que le prix quand tu bosses avec des entités publiques, par exemple. Tu vas avoir des questions d'intérêt général. Par exemple, tu réorganises, parce que je fais des réorganisations aussi, une compagnie aérienne, par exemple. Est-ce qu'il y a un intérêt à maintenir des lignes régionales, par exemple, tu vois? Ça, c'est pas une question de prix, mais c'est un impact, tu vois? C'est un impact coût dans la cible, ok? Mais ça a aussi un impact intérêt général. C'est un exemple. Et donc, dès le départ du deal, tu détermines une stratégie sur quels sont les points importants. Et ce sont des points qui sont pas nécessairement juridiques, mais qui vont être retranscrits dans un doc. Par exemple, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, je fais en sorte de demander quelle est leur position sur la R&D. Ok. Faire en sorte que, quand tu investis dans une société, est-ce que la R&D, est-ce que tu t'en fiches qu'elle soit externalisée?
Est-ce que tu t'en fiches qu'elle soit filialisée dans un autre pays? Ce genre de choses. Ça n'a pas de sens quand tu es avocat de poser ce genre de questions parce que toi, tu es missionné pour un deal, faire une opération, truc. Tu rajoutes des clauses, tu rajoutes des points en réalité dans la discussion. Mais c'est, à mon sens, essentiel. Voilà. C'est ce qui t'amène à faire des choses un peu différentes. Donc ça, je t'ai parlé du prix, je t'ai parlé des éléments de langage, comment est-ce que tu t'alignes. Je t'ai parlé aussi d'une autre méthodologie qui peut être quelles sont la stratégie finale que tu veux avoir. Et tu as une dernière stratégie que je ne mets pas encore en œuvre, mais que j'ai apprise l'année dernière, parce que l'année dernière, j'étais à l'Institut des hautes études de défense nationale, et qui est la stratégie militaire, qui est une stratégie complètement inversée, et qui se base davantage sur une question globale que tu te poses. Et par exemple, je vais te donner une question très générale, mais quelle stratégie la France doit-elle promouvoir dans l'Union européenne quelle stratégie de défense et de sécurité économique, par exemple, la France doit-elle promouvoir dans l'Union européenne? C'est une question vachement large. Mais tu peux l'appliquer dans un deal, tu vois. C'est quel type de société je devrais acquérir pour augmenter mon portfolio. Et là, sur ça, tu rentres dans une réflexion stratégique pour finaliser, pour trouver une réponse et obtenir tous les objectifs. Tu vois. Et donc, c'est assez difficile à expliquer comme ça. C'est une méthodologie un peu particulière, mais où tu pars d'avant. Tu vois, nous, notre métier, c'est tu veux acheter, tu veux vendre, comment je fais, boum. Tu vois, c'est assez basique. C'est un process. Mais quand tu interviens au niveau, alors c'est pas ce que je fais, mais à des niveaux plus élevés de l'État, tu te poses des questions et tu élabores des stratégies qui sont beaucoup moins manichéennes que ce qu'on peut faire nous. Et donc tu essaies de déterminer des orientations et sur ces orientations, tu vas arriver à anticiper ce que tel pays va faire ou telle société va faire ou etc. Et vérifier sur un schéma beaucoup plus global si toi ta stratégie va fonctionner ou pas, si tel acteur répond de telle manière, tu vas devoir t'ajuster sur C'est un peu compliqué, c'est hyper long à expliquer. Je suis pas sûr que ce soit le bon forum. Ce que je vois, si là je fais un parallèle avec des opérations MNS, c'est de dire il y a la première où on se concentre sur une opération et en fait, si je résume, on est un peu sur le bon coût financier et donc on va essayer de négocier et de se dire à partir d'un certain moment, c'est une bonne acquisition par rapport à son prix, par rapport à ce qu'on a su négocier comme risque, alors qu'en fait, la stratégie militaire, on pourrait le voir quand nous on travaille en buy side pour une société qui a envie de faire une dizaine de build-up. Exactement. Bon, au bout d'un moment, ils se disent, voilà, déjà on part de là. Pourquoi je veux faire du build-up, on va parler avec des opérationnels à l'intérieur de la société sur là où ils voudraient se renforcer. Et ensuite, en fait, on aura un peu les acquisitions tier 1, tier 2, tier 3. Et quand on est sur des acquisitions tier 1, si on les trouve, là, il n'y a plus une négo sur le prix, il y a une négo, c'est il faut qu'on réussisse à l'avoir. Alors pardon de t'interrompre, mais j'irais encore ok, t'as vu tous les opérationnels, t'as déterminé que c'était éventuellement un besoin stratégique, ok. Maintenant, est-ce que ce besoin stratégique fonctionne par rapport à un certain nombre de variables. Par exemple, la guerre en Europe. Je te donne un truc parce que c'est assez militaire, tu vois. Mais sur un marché, c'est l'arrivée des Chinois, des concurrents chinois sur le marché européen qui commencent à se renforcer. Tu vois. Est-ce que cette stratégie-là, est-ce que c'est la bonne stratégie? Tu veux faire un build-up? Oui, ok, tu peux faire un build-up. Tu veux faire une croissance verticale, tu veux faire une croissance horizontale, etc. Ouais, mais là, si je t'interromps aussi, pour moi, là, on est plus sur de la stratégie d'entreprise. Mais si on est sur du M&A, là, ça serait plus, alors, est-ce que ce marché a des cibles d'acquisition qui sont disponibles pour toi? C'est-à-dire, ça sert à rien de viser des tier 1 si on se dit c'est une bonne stratégie, mais en fait, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de PME accessible dans ce métier-là. Je te dirais encore, même si c'était accessible, est-ce que ça reste quand même une bonne stratégie pour la société d'ici 5, 10, 15, 20 ans? Ok. C'est-à-dire, arriver à se projeter. On a une vision assez court-termiste, finalement, dans beaucoup de sociétés. Et en réalité, effectivement, parce qu'on est sur des temps qui sont relativement courts, surtout sur des sociétés qui ont des fonds d'investissement avec elles, tu vois. Avec elles.
est-ce que tu arrives, toi, à te projeter sur ce temps long? Est-ce que ta stratégie, elle résiste à énormément de variables différentes? Et si elle résiste, là, dans ce cas, effectivement, tu peux aller sur ces build-up-là. Bien évidemment, les difficultés que tu peux rencontrer à acquérir ou à ce qu'il y ait ce type de structure t'amènent à changer de stratégie, oui, tu vois. Mais dans tous les cas, tu vas commencer par quelle société je veux avoir dans 20 ans, par exemple, tu vois. Et là, tu vas te déterminer, est-ce que je veux une société full service? Est-ce que je veux une société asset base? J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, et là, tu commences comme ça. OK, comment est-ce que je fais pour avoir une société asset base? Option 1, je fais du build-up. Option 2, je fais des fusions. Option 3, tu vois ce que je... Et donc là, après, tu fais ces options. OK, sur base de ces options, est-ce que tu peux avoir ce type de choses sur le marché? Oui, non. Est-ce que tu as des concurrents sur le marché qui arriveront à un état de consolidation que toi tu anticipes? Oui, non. Et tu vois, tu détermines un certain nombre de variables et tu fais des tests de résistance, des sortes de stress tests, tu vois, voilà. Et ça, c'est un autre type de stratégie. Là, je te l'applique à entre guillemets ton métier. Mais j'ai pas encore réussi et j'essaie de réfléchir à ça, tu vois, depuis que j'ai quitté l'école militaire l'année dernière, à comment moi arriver à l'appliquer, à me l'accaparer. Tu vois, on a fait un rapport l'année dernière pour les autorités sur un sujet, tu vois, sur une thématique. C'était assez intéressant de penser différemment, penser stratégie, avoir une pensée stratégique différente. C'est extrêmement compliqué parce que c'est très éloigné de nos métiers, mais pour autant, tu peux essayer de te l'accaparer. Et ça me permet de rebondir sur ce que je te disais initialement, c'est en quoi, c'est la question que tu me posais initialement, en quoi je suis différent des autres avocats. Au-delà du fait que, j'ai des jetons de présence dans des conseils d'administration. Ok, je vais peut-être intervenir un peu plus en amont que l'avocat Michu. Mais avant tout, tu vois, j'essaie de comprendre d'autres choses, d'autres secteurs d'activité et d'autres façons de penser. Et c'est ça qui est fascinant, parce que c'est là où tu es 1000 fois meilleur que n'importe qui d'autre. Je dis pas, on fait tous plus ou moins le même papier, faut arrêter d'aller vendre. On a tous à peu près, on est tous passés par les meilleurs cabinets de la place. On a fondé nos cabinets ou pas. On a tous plus ou moins les mêmes modèles. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres et donc ils arrivent à mieux adapter leur modèle. Ok. Mais qu'est-ce qui te rend plus intelligent? L'expérience? Il n'y a que ça, finalement. Donc, tu as deux façons de voir l'expérience. Soit tu as fait 1000 deals similaires et donc c'est une expérience, mais t'as l'expérience du repeat deal et donc tu vas être en mesure de faire systématiquement la même chose plus rapidement que tes petits copains. Ok, ça peut fonctionner par exemple, tu vois. Savoir exactement les éventuels points de convergence ou de divergence avant qu'ils arrivent, première étape. Ou qu'est-ce qui peut te rendre meilleur, c'est tu as peut-être fait moins de repeat deals, mais tu as fait plus de deals différenciants et donc tu vas aller piocher dans une palette de choses un petit peu différentes pour construire quelque chose peut-être plus tailor-made, tu vois. Et ça, je sais que au début de ma carrière, je vais te raconter une histoire perso. Perso. Tu avais la star du private equity qui s'appelle, j'étais dans un cabinet qui s'appelle toujours Will Kiffar, mais j'y suis plus. Et avant de le quitter, j'avais demandé à parler j'avais proposé au managing partner de l'inviter. Jeune collaborateur, managing partner de 67 ans, je crois à l'époque, star du private equity, Monsieur Payen, si un jour il nous écoute. Et donc je lui dis, est-ce que je peux parler avec vous? Bon, le mec est choqué, tu vois, c'était un peu le menhir, tu vois. Et bien évidemment, c'est lui qui m'a invité. Bon, mais je voulais vraiment l'inviter pour avoir un petit peu de ses conseils. Et je lui avais dit un peu naïvement, moi jeune collaborateur, je trouvais que c'était un petit peu difficile quand on débarque de devoir faire des documents, mais sans avoir de base know-how.
Dans beaucoup de cabinets anglais, tu vas avoir un mec qui va être dédié au know-how et qui va travailler des templates avec si tu rencontres telle chose, tu fais telle chose, tu mets telle clause, etc., etc. Très bien. Il m'avait répondu 2 choses. Pour être un bon avocat, il ne faut pas partir de template. Il faut systématiquement repartir d'une feuille blanche sur chacun des deals. Parce que finalement, tu es payé pour ça. Et il m'avait dit aussi à mon niveau d'expérience, et c'était un conseil qu'il avait lui-même suivi, je vous invite à voir sa vie pour comprendre, c'est au départ, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on garde des questions dans la tête. Et il ne faut pas hésiter à poser les questions à la fin du deal. Et c'est cette curiosité finalement qui nous rend meilleurs. Et je crois que ce qui rend bon un avocat, c'est un avocat qui est curieux, pas uniquement sur son domaine. Quand tu fais une opération, il faut comprendre, quand tu fais une opération avec différents avocats dans des secteurs différents, dans des secteurs du droit différents, je te disais tout à l'heure, du taxe, de l'IP, du social, etc., il faut comprendre leur sujet. Même si la plupart du temps, c'est un peu bidon. Je caricature, mais bon, tu vois, je reprends l'idée des convocations du CSE avec l'éventuel délit d'entrave. Enfin, oui, c'est déjà arrivé sur une planète, dans la planète France, d'avoir des dirigeants condamnés pour délit d'entrave, mais le risque, il est vraiment très, très remote, tu vois. Mais il faut comprendre ces choses-là, il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser déjà à d'autres secteurs du droit. Parce que ça te fait gagner du temps quand ton client il vient te voir et te pose la question, il n'a pas envie de t'entendre dire « Attends, j'appelle mon associé ». Il a envie de t'entendre dire « Voilà la réponse, mais attends, je vais confirmer si tu veux bien. » tu vois. Déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose, mais il faut être curieux pour ça. Ensuite, deuxième chose, il faut avoir de la curiosité business. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vas pas acheter la même chose. Enfin, je sais pas, toi, t'es banque d'affaires, donc tu vois. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des différences structurelles entre les sociétés que tu achètes ? Non ? Ah si, très forte. Mais tu le vois pas l'impact juridique. Voilà, non, le juridique, moi, c'est encore une question. C'est juste que la plupart des avocats que je rencontre me disent l'inverse, me dire par curiosité. J'adore m'intéresser à ce que fait l'entreprise, mais dans les faits. Mais tu l'as dit un petit peu quand même en disant 95% oui. Reste similaire. Voilà, c'est un peu la discussion. Mais ce que j'aime bien, c'est que toi, c'est les 5%, tu viens les travailler, les pousser et avoir une vraie volonté de les appliquer. Tant, là tu le disais, entre cross en interne, entre les différents départements, et aussi, c'est ce que j'adorais sur tes questions précédentes, sur d'autres secteurs comme là le militaire, comment tu l'intègres dans une opération, parce que le droit, c'est le papier, mais c'est aussi la négociation de ce papier, et donc appliquer une stratégie militaire à cette négociation. Alors, tu n'as pas encore trouvé la moyen de le faire, mais déjà là, on discute. Mais je retourne à l'école militaire l'année prochaine, donc voilà, il faudra passer en deuxième année. Mais je trouve ça intéressant. Et nous, en tant que banquier d'affaires, c'est le cas. Je te prends un exemple que tu viens de le dire. Moi, en début d'opération, même quand je suis encore en prospection, on me pose toujours des questions sur la fiscalité. Parce que mon but, c'est d'avoir un cash-out du dirigeant, mais la réalité, c'est que le cash-out net, c'est fiscalité incluse. Ah tiens, donc, tu viens de me donner un super truc là. Ah, merci. Ok. Alors, typiquement, pardon, je t'interromps. Un mec qui fait pas d'infra, ou pas assez, il va pas se poser la question quand il vend une infra ou quand il achète une infra. Du taux de fiscalité. C'est-à-dire que tu sais, quand tu achètes une boîte, tu remplis un CERFA, si c'est une SAS, c'est 0,1%, et si c'est une société à prépondérance immobilière, c'est 5%. Tu sais ça, tu savais ça ? Ok, bon. Et dans le milieu des infras, parfois c'est 5, parfois c'est 0,1. Mais il faut systématiquement se poser la question, et il faut systématiquement se poser la question en début de deal, voire le mettre dans la LOI. C'est là où c'est important tu vois, énorme. Parce que soit tu fais, et là je te dis, tiens, je me suis intéressé un petit peu aux cessions immobilières. Dans les cessions immobilières, parce que j'en ai fait dans ma jeunesse, j'étais dans un moment, j'étais détaché dans un département de cession immo quand j'étais jeune. Et donc effectivement, ils font des prix acte en main. Tu vois ce que c'est, acte en main ? Non. Tu fais un prix net
acheteur, incluant les frais les droits d'enregistrement. Ok. Et donc, quand tu sais ça, et quand tu sais que potentiellement tu vas avoir des droits à 5%, mais que tu n'as pas encore eu le temps de faire ta due deal, mais pour autant, tu es censé annoncer un prix, eh ben, toi, en tant qu'acquéreur, tu vas balancer 100 millions, mais derrière ça, tu vas te taper 5 millions de plus. C'est pas le même deal. Je vais pas te faire l'offense de parler WAC, etc. Mais donc, effectivement, t'as une vraie différence. Et donc, si tu arrives à l'anticiper et à le cacher dans ta lettre d'offre, parce que c'est ça dont on parle, c'est ce prix est net, acquéreur, etc., net de frais, net de frais, taxes, etc. Souvent, ça passe. OK ? Ou alors, moi je l'ai déjà fait, posé en début de deal, oui, c'est pas une société à prépondérance immobilière. Et bim, les gens ils te répondent comme ça, bah non, c'est pas une société à prépondérance immobilière. Et puis, dans ce cas, dans ta garantie de passif, ou plutôt dans la clause cost que tu vas mettre, tu vas dire, les frais sont supportés par l'acquéreur, parce que ça c'est habituel, tu vois, les frais de transfert sont supportés par l'acquéreur, sous réserve que ce soit pas une société à prépondérance immobilière. Et là, d'un coup, au moment du doc, les gens, ils disent, mais j'en sais rien. J'ai pas vu que c'était pas une société à prépondérance. Parce que c'est une analyse, par exemple, pour les infras, c'est une vraie analyse que tu dois faire. C'est pas, tu vois, tu dois apprécier. Alors, je suis pas fiscaliste, et il y a des fiscalistes, s'ils nous écoutent, ils tomberont de leur chaise, mais il me semble que tu dois apprécier entre la valeur de l'IMO et la valeur du fonds de commerce. Et parfois, la valeur de l'IMO, elle est compliquée à déterminer, notamment ce sont des immeubles par nature ou des immeubles par destination. Je ne sais pas si tu es familier. On peut en discuter, mais c'est pas... voilà, bref. Et donc, effectivement, ce sont des analyses qui sont souvent coûteuses, que les gens ne conduisent pas nécessairement avant un processus de vente. Et donc, tu vois, c'est une bêtise comme ça, mais si tu ne sais pas qu'une infrastructure est souvent... peut être, pardon, c'est pas souvent, mais peut être à prépondérance immobilière. Hop. Je reviens sur juste les négociations, parce que t'as pas parlé d'une stratégie qui revient assez régulièrement. C'est la stratégie good cop, bad cop. Et quand je t'écoutais, tu mentionnais l'alignement, qui semble en fait chacun va dans le même sens, chacun dit la même chose ou avec les mêmes éléments de langage. Alors là, je vois que tu fais une petite mimique, donc tu vas. Est-ce que tu peux préciser ce point et nous parler? Est-ce que toi, t'es OK? Est-ce que tu pratiques aussi un peu ce côté-là, good cop, bad cop, avec les dirigeants, les investisseurs que tu mènes? Ou est-ce que déjà c'est une stratégie qui te parle pas, qui t'intéresse pas? Alors non, moi je suis souvent good cop pour des sujets juridiques que je trouve inutiles. Tu vois, donc je vais te dire OK, ça va, on passe à autre chose. Tu vois, donc ça c'est good cop. Good cop, bad cop. Disons que je me mets souvent. C'est pas que je considère que ça soit inutile. Et je pense qu'il y a des moments où il faut sortir, taper du poing sur la table. OK ? Il y a des moments où certains doivent avoir un rôle de personnes fermes et d'autres de personnes plus souples. Tu vois ? Parfois, il faut inverser les rôles en milieu de deal, tu vois. C'est marrant parce que j'en discutais, Arnaud, si tu m'entends, tu penseras à toi. Effectivement, je voyais deux fondateurs qui étaient en train de vendre leur société. Et je trouvais ça assez marrant. Je discutais avec eux la semaine dernière. Et je trouvais ça assez marrant parce que t'en avais un qui parlait très très fort, qui prenait tout l'espace. Et t'en avais un autre qui était plus réservé, plus sympa, plus accessible. Et je leur disais, on n'était même pas rentré dans un processus, mais je leur disais, mais c'est assez intéressant parce que vous, de base, par nature, vous avez le good et le bad, tu vois. Donc, oui, ça peut être intéressant, bien évidemment, mais je pense que c'est un peu caricatural. Moi, je mise davantage sur l'intelligence des parties. Qu'est-ce que j'appelle intelligence des parties? C'est que pour qu'un point puisse passer, il faut qu'il soit compréhensible et irréfragable. Donc, non contestable, tu vois. Et si en face de toi, tu as de la mauvaise foi, ça va pas tenir longtemps. Tu peux essayer de maintenir un point de mauvaise foi une fois, deux fois,
mais 3 fois, tu perds de la crédibilité. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois, moi, que plutôt que de dire stratégie good cop, bad cop, dire plutôt ferme et souple, c'est-à-dire accessible, plus dur, tu vois, sur tes bases. C'est pas négociable, ou c'est bon, qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est plutôt ce genre de choses. Mais dans tous les cas, de base, fermement, il faut avoir des éléments de langage où la logique prime. Tu peux pas demander à quelqu'un fais-moi un discount de 10%, ça n'existe pas. Pourquoi je te le donnerais? En fait, tu me le donneras parce que il y a tel sujet, parce que tes prévisions de cash flow, elles sont pas bonnes, parce que tes management accounts sont éloignés de ton BP. Enfin, tu vois, ce sont des éléments qui t'amènent à objectivement revoir un prix. On revient sur la question du prix parce que finalement, c'est le plus important. Mais c'est en ça que je te dis, je veux bien cette stratégie good cop, bad cop, mais moi, je suis partisan, en revanche, tu as des fenêtres de négociation. C'est soit pendant un call, soit un call organisé, soit un call... Et il faut pas que ton client ou toi-même, vous ne soyez pas préparés. Parce que c'est là où tu vas consentir des choses. Et c'est là où finalement, tu vas dire des choses qui peuvent être reprochées. C'est en ça la stratégie d'alignement. Et ensuite, la stratégie d'alignement, c'est aussi, quand tu portes un point, il faut que la logique soit parfaitement comprise pour que la personne en face, en réalité, soit accablée par la logique et que la seule chose qui lui reste, c'est la mauvaise foi. Tu vois ? Après, il y a des contre-arguments à tout. Mais si tu es suffisamment préparé dans ta logique, tu connais déjà le contre-argument et tu connais déjà le contre-contre-argument. Et comment être préparé par ta logique ? C'est par l'expérience, bien évidemment, mais aussi par la réflexion. Si tu penses pas à ce que tu fais, si tu répètes systématiquement ce que tu fais, tu vas te faire, tu es mécaniquement bloqué. Si tu t'intéresses pas à des sujets business, dans ce cas, tu participes pas à les discussions que va avoir ton client. Donc lui, il va être seul, tu vois. Et c'est comme une cour de récré. C'est mieux vaut avoir des copains quand tu te bats, tu vois. Si tu te retrouves tout seul, c'est idiot, tu vois. Et donc, c'est en ça que c'est idiot qu'il y a certains clients qui comprennent pas, qu'il faut qu'ils t'expliquent leurs points, y compris business, et d'autres avocats qui comprennent pas qu'il faut que leurs clients comprennent également des points juridiques. Parce que, pardon pour ce bateauisme, mais l'union fait la force, tu vois. Et t'es là, et c'est une bataille, c'est ton intelligence versus l'intelligence adverse. C'est ça qui est magique, tu vois. Oui, ça, je suis totalement d'accord. C'est par rapport à aussi la compréhension business. C'est ce qui permet de négocier, parce que c'est ce qui permet aussi de se mettre vraiment dans les chaussures en face pour savoir quel est leur véritable intérêt business derrière cette opération. Si nous, là, quand on est dans une opération plutôt sell-side, donc on accompagne des dirigeants qui vendent, il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi un acquéreur est intéressé par notre société. Parce que la réalité, il va pas vraiment nous le dire, parce que sinon il va nous donner aussi pas mal d'armes. Et plus on aura compris son intérêt sous-jacent, plus on saura aussi jusqu'où on peut aller dans la négociation. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très très important. Est-ce que tu vois vraiment beaucoup d'intérêts différents ? Parce que quand tu es côté acquéreur, ça va être soit tu es un fonds, soit tu es un industriel. Donc, enfin globalement, ça peut être l'État aussi, mais c'est quand même plus rare si tu arrives à avoir une loi qui le permet. Ou des collectivités, dans ce cas, c'est plus souple. Mais donc, si tu es effectivement acquéreur, soit tu es dans un mécanisme d'intégration, de consolidation d'une activité ou d'intégration d'une activité nouvelle. Tu le vois assez rapidement. Tu as du Schmoll & Co qui commence à acheter un truc qui est en dehors de son activité traditionnelle. Tu comprends qu'il est en train de créer une nouvelle business unit. Tu vois ? Qu'est-ce que ça t'apporte de le savoir, si ce n'est qu'il va peut-être avoir moins de compréhension et plus de faculté à faire des synergies et donc d'avoir un mécanisme de réduction des coûts potentiel par rapport au fait que ça soit et donc dans ta discussion avec lui, enfin corrige-moi, tu vois. Non, justement pour moi c'est et là ça a pas d'impact ça a moins d'impact juridique. La seule impact juridique que ça peut avoir, c'est qu'effectivement il faut que toi avocat tu comprennes, mais c'est quasiment toujours le cas de toute façon, que tu vas devoir couper mécaniquement un certain nombre de liens
contractuelle et donc anticiper la réorganisation éventuelle que tu vas avoir post-closing. Et c'est là où tu poses la question, et c'est là où tu dis, OK, tu as une liste de contrats, tu ne me les as pas qualifiés comme stratégiques, est-ce que ça t'intéresse pas, de savoir comment on les cut. Au-delà des contrats intra-groupes qui, mécaniquement, vont partir, tu vois, mais tu as des contrats, typiquement, tu sais que tu as des contrats... Si par exemple, c'est un fournisseur qui achète un sous-traitant, un fournisseur qui achète un... Une société qui achète son sous-traitant plutôt. Voilà, une société qui achète son sous-traitant, merci. Effectivement, tu vas éventuellement avoir des cas d'optimisation contractuelle, tu vois, parce que le sous-traitant utilisait peut-être d'autres solutions de service, etc. etc. Donc, Mais là, tu mentionnes vraiment les synergies, les réductions de coûts ou d'ailleurs les synergies business, l'augmentation du chiffre d'affaires. C'est un exemple, oui. Mais moi, ça, c'est, je pense, aussi intéressant de bien le comprendre, parce que ça permet aussi de comprendre ce qu'ils vont y gagner et quelle va être la rentabilité de la société à la suite de l'acquisition. Mais il y a aussi les différents types d'acquéreurs, parce que là, tu as cité industriel, fonds, mais dans les industriels, il y a une société qui est justement un pur concurrent et donc qui va avoir beaucoup de synergies. Il y a une société qui est dans des marchés adjacents. Et là, est-ce que c'est une société qui est en croissance ou est-ce que c'est une société, par exemple, qui est sur des marchés en décroissance et qui a beaucoup de cash, qui génère encore beaucoup de cash flow, mais qui tu as raison, clairement a fait appel à des consultants et se dit, voilà, dans 15-20 ans, on va avoir un vrai sujet, il faut qu'on rentre sur ce marché. Donc là, potentiellement, on sait qu'ils sont capables de surpayer, peu importe la valeur intrinsèque, parce qu'ils ont des sujets plus forts que de la rentabilité financière à court terme. Mais tu as la même chose avec les fonds. Tu sais qu'en fonction de la période de l'année, est-ce qu'ils ont déployé, ils n'ont pas encore déployé, est-ce qu'il leur reste une enveloppe, ce genre de choses. Exactement, et je dirais même, encore aussi intéressant dans les fonds, c'est qu'il faut connaître les personnes, parce que si tu sais qu'il y a un directeur d'investissement assez senior qui a envie de passer partenaire, et on arrive au milieu de l'année, il n'a toujours pas fait de deal, voilà, tu sais qu'en ce moment, il est vraiment en recherche, il veut faire un deal. Il en a besoin pour aussi sa propre carrière. Bah ça, c'est pas mal d'éléments sous-jacents que le banquier d'affaires doit connaître, parce que c'est comme ça aussi qu'on anticipe sa négociation. Parce que c'est comme ça qu'on comprend jusqu'à où ils peuvent aller, outre après un peu la valeur intrinsèque de sa société et donc les arguments de bonne foi. Mais il y a aussi des arguments qui ne sont pas de mauvaise foi, mais qui sont de se projeter à deux niveaux, dans les structures et dans les personnes pour voir. Je comprends. J'arrête l'épisode une dizaine de secondes. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le supporter, je vous propose de mettre une note sur les plateformes de streaming ou de commenter, republier les posts LinkedIn associés au podcast. C'est facile à faire et vous n'imaginez pas à quel point c'est motivant pour moi et ça me pousse à continuer. Merci. Bon, je t'avais présenté en introduction comme un spécialiste de la défense et pourtant ça fait 50 minutes qu'on parle plutôt des process, de la négociation, donc je vais quand même revenir sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait voilà, dans ces secteurs-là? Et je crois que justement, outre le droit, tu as une autre activité. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la défense. Là où je suis spécialiste, c'est sur les questions, comme j'évoquais, donc énergie. Mais l'énergie, ça touche à la souveraineté. Ça touche aux investissements étrangers. Dans ce cadre, je suis rentré l'année dernière à l'Institut des études de défense nationale pour 1 an. Et c'est d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent y aller, c'est la meilleure expérience de votre vie professionnelle, assurément. Et donc, à l'issue de cette année de formation à temps partiel, tu as envie de continuer l'expérience. Et donc, je me suis rapproché en juin 2024 de tous ceux qui avaient une initiative dans le secteur de la défense. Parce que j'avais envie d'aider mon pays, comme beaucoup. C'est particulièrement à la mode en ce moment, le financement de la défense, mais en juin dernier, ça l'était un petit peu moins. Et j'ai vu les quelques initiatives qu'il y avait. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et je me suis rapproché d'une personne qui est un ancien de MBDA, qui vendait des missiles, concrètement, et qui avait une volonté de créer une plateforme de financement participatif. Alors clairement, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie, et c'est sous format associatif. Mais l'idée, c'est de faire gagner de l'argent d'intéresser surtout le Français moyen au secteur de la défense et de les amener à réorienter leur épargne dans ce secteur-là. On est 4. Moi, je suis spécialisé sur les questions juridiques.
d'autres sur les questions financières, d'autres sur les questions stratégiques et militaires. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est marrant de cofonder une plateforme de financement ? C'est que là, pour le coup, en tant qu'avocat, tu interviens encore en amont, et c'est ce que je disais initialement, c'est le plus important, c'est d'intervenir en amont quand tu es avocat. C'est que tu t'interviens assurément au moment de la LOI. Et c'est là où tu commences à négocier des choses avec les cibles. Alors ça reste des petits montants et je suis honnêtement surqualifié. C'est pas pour, je suis surqualifié pour ce secteur-là. J'avais constaté quand tu faisais des séries A ou des séries B, tu voyais encore des reliquats de financement participatif et tu voyais que les conditions elles étaient généralement assez mauvaises. Moi j'ai voulu, tu vois, j'avais carte blanche pour créer les conditions de mes rêves. Je peux te les détailler ici, mais c'est vraiment, je me suis éclaté et je m'éclate également à négocier avec, non pas des start-upers, parce qu'on est là sur des anciens industriels, des anciens chefs d'usines par exemple, qui ont des projets très souverains, très industriels, qui ont besoin souvent soit d'argent pour développer une ligne de production, soit d'argent pour faire un proof of concept. Et donc effectivement, tu rentres dans des logiques qui sont encore une fois complètement différentes. Et c'est assez fascinant finalement de négocier des prix sur des sociétés qui font un chiffre d'affaires qui est relativement modeste, qui t'annoncent des conditions d'EBITDA qui sont souvent décorrélées d'une réalité de marché, parce que il s'avère que sur le marché de la défense, il n'y a pas vraiment de marché. C'est un marché qui est très fermé en termes d'acquéreurs. Forcément, tu vas pas avoir l'aide des Chinois, des Américains. Donc, tu as une liquidité qui est plus limitée, forcément. Et là, on revient à ta question du départ. C'est, toutes les sociétés se ressemblent pas. Puisque si tu n'as pas de liquidité, comment est-ce que, ou peu de liquidité, comment est-ce que tu fais, toi, en tant qu'investisseur, pour t'assurer une liquidité? Eh ben, ça fonctionne par le droit, tu vois. Je ne vais pas détailler ça ici, mais tu vois, tu as ce type de choses-là qui viennent encore des conditions sectorielles. Tu vas avoir également des conditions IP. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que le mec, il va pas aller se vendre à des étrangers, aller vendre son IP à des étrangers, aller pactiser, entre guillemets, avec des adversaires. Quand je dis adversaire, c'est des forces, des puissances étrangères, etc., etc. Et donc là, tu viens irriguer encore une fois par du droit de la souveraineté nationale. Et même si c'est sur des petites opérations, parce que contrairement à ce qu'on pense, tu as ce qu'on appelle la BITD, Base industrielle technologique de défense. C'est cette myriade de sociétés qui composent le maillage industriel français dans la défense. T'en as plein qui sont en dessous des radars. Tu vois, et qu'il faut accompagner par du financement, mais également par un soutien juridique au moment de l'investissement pour leur permettre, de changer d'échelle, mais aussi de les protéger souvent contre eux-mêmes. Par exemple, t'en as plein qui vont à des salons internationaux pour aller montrer leurs derniers produits, tu vois, ce genre de choses. C'est pas mon rôle, mais effectivement, tu les accompagnes aussi parce que ça se traduit d'une manière juridique. Voilà. Bon très bien, on va finir là-dessus parce que je sais que tu as un hard stop, donc écoute, un grand merci pour cette discussion. Et avec plaisir, merci de m'avoir invité, c'est passionnant et j'espère sincèrement garder contact avec toi parce qu'on va continuer à échanger quoi qu'il en soit, parce que Vistory, c'est une... Est-ce qu'on peut dire c'est une grande banque d'affaires? C'est une grande banque d'affaires en devenir, je pense. Voilà. C'est ça, en tout cas, c'est une banque d'affaires qui parce qu'il faut rencontrer la passion Valentin. Du métier et la passion du travail bien fait. Donc, on va dire que c'est une Non, mais parce que assurément, je sais qu'on travaillera ensemble parce que t'es suffisamment accessible et sympathique pour donner envie, en tout cas, de travailler des mandats ensemble. Écoute, merci. On va finir là-dessus sur ce bon mot. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte bien continuer à développer ce projet et le rendre encore plus concret. Prochainement, j'organiserai des événements de networking et des Q&A live. Vous trouverez un lien dans la description pour vous inscrire. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, laissez une note de 5 étoiles. Cela m'encouragera et aidera le podcast à se faire connaître auprès d'un plus large public. Merci et à bientôt.